Joël Robuchon et Benoît Viollier, bonjour. 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 Merci de nous accorder cet entretien ensemble. Deux maîtres de la cuisine, deux générations. Vous êtes de 1945, vous de 71. Vous êtes un gamin, Benoît Viollier, malgré les cheveux blancs. Vous dites quelle année il est de 71, 71 en traduction. Je comprends mieux. Pardon. Vous avez été l'un l'élève de l'autre. En tout cas, vous avez travaillé un an chez Joël Robuchon. Exactement, oui. Quel Avant d'arriver en Suisse. Quel souvenir? Un souvenir que des souvenirs somptueux. Moi, j'ai appris ce que c'était que la véritable cuisine, avec de la rigueur, avec une cuisine où on a appris à choisir des produits. Enfin, c'était juste exceptionnel. Et puis surtout, la rencontre de professionnels qui étaient hors pair. Aujourd'hui, vous êtes un des cuisiniers les plus reconnus du monde. Comment il était tout jeune cuisinier? C'était quelqu'un qui était très motivé. Vous savez, il avait d'abord beaucoup d'ambition, il voulait réussir, il avait une passion, on le sentait. C'était quelqu'un qui arrivait très tôt au travail et qui finissait très tard. Alors vous savez, c'était Paul Bocuse qui disait d'abord, pour apprendre, il faut travailler 2 fois plus. Et je crois que ça lui avait servi de leçon parce que c'était le cas avec lui, et puis toujours motivé, toujours vouloir apprendre. Vous l'aviez remarqué, franchement? Ah oui, oui. Non, sincèrement, je l'avais remarqué. D'abord, il était aspirant compagnon du Tour de France. Vous savez, l'aspirant, c'est celui qui voyage pour apprendre son métier. Et il devait quitter chez moi pour continuer son Tour de France. Et à cette époque-là, je l'ai tellement remarqué. J'ai dit non, il voulait partir à Strasbourg. Et je lui ai dit non, c'est pas là, il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles chez le plus grand cuisinier. Et celui, d'abord, je le salue parce que vous savez, je sais pas, vous l'avez pas connu, vous êtes trop jeune. Voilà, le meilleur qui a fait la réputation. C'était le plus grand du monde, vous l'avez dit dans le passé, vraiment? Non. Et c'est sûrement encore le plus grand. Vous savez, il reviendrait et il nous épaterait encore tous. Moi, j'ai l'occasion de le voir souvent, de le côtoyer. Avec une carotte, un navet, il vous fait quelque chose d'exceptionnel. Il a ça dans la peau. C'est un type extraordinaire. C'est lui qui a modernisé la cuisine, qui a dépouillé la cuisine, mais même la cuisine française. Il a une influence énorme. Vous avez dit le mot ambition, ça se voit chez vous, Benoît Viollier. Vous rayonnez d'ambition. Là, ça fait 2 ans que vous êtes le successeur de Rochat. Alors, vous êtes le pape. Vous avez toujours la même envie, vous avez toujours faim. Ouais, bien sûr. Non, mais là, ce qui nous arrive, c'est du rêve. Moi, je vis un rêve. On a démarré, donc, repris ce restaurant le 1er avril 2012. Après pratiquement 16 années passées, entre celle de mon année passée chez M. Girardet et puis ensuite ces 15 années passées avec Philippe Rochat. Mais là, je vis un rêve. Vous dites M. Girardet, M. Rochat, vous dites M. Robuchon aussi ou vous le tutoyez? Alors, on a une petite particularité, c'est qu'on est tous les deux compagnons. Ouais. Et chez les compagnons, on se tutoie. Vous pouvez vous tutoyer. Alors, vous avez une réputation. Vous savez. Vous êtes tous les deux de la même Et région. le nom de compagnon, on commence toujours par le pays d'où on est. Donc, on est Poitevin. Moi, c'est Poitevin-la-Fidélité. Toi, je sais pas. C'est Saint-Onge-Cœur-Vaillant. Ah, c'est Saint-Onge. Ah oui, alors Oui, je sais je pas. suis à Saint. Ah oui, Saint-Onge. Alors, pardon. Origine française pour les deux, avec la particularité, Benoît Viollier, que vous allez devenir suisse, Oui. si tout va bien, en Oui. 2014. Et on fera tout pour. Voilà. Vous avez eu les tests de naturalisation. Exactement. On est en train de finir, on n'a plus qu'à un test. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Dans l'ensemble, c'est tout bon. Qu'est-ce que vous avez dû savoir? Bon, plein de choses sur les cantons, voilà. Mais moi, je me passionne pour l'histoire, je me passionne pour les régions. Puis j'adore ce pays. Élève de l'autre, vous avez une réputation qui vous précède. Joël Robuchon, vous la connaissez? Non. Voici. Vous étiez un patron infernal. C'est vrai. Alors, c'est pas Benoît Viollier qui dit, c'est tous ceux qui sont passés entre vos mains, c'est-à-dire très formateur, très correct, très aidant, mais en même temps d'une dureté terrible. Vous reconnaissez ça? Non, j'étais pédagogue, peut-être, ça je veux bien. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de rigueur. C'était peut-être parce que j'étais issu, vous savez, du petit séminaire. Mais vous savez que dans la cuisine, il faut beaucoup de rigueur. On traite quand même des matières premières qui sont... on nourrit une clientèle et je crois qu'il faut être très attentif, très attention. Et puis, vous savez, quand on veut faire bien, je crois qu'il faut de la rigueur aussi, non? On disait que c'était très rare que vous disiez bravo. Fallait toujours faire mieux. C'était votre genre. Vous savez, comme dans beaucoup de métiers, vous savez, là, j'arrive de chez Blancpain, je ne sais pas si je peux le dire. J'ai vu ces horlogers travailler, j'ai vu ces gens qui étaient méticuleux, vous savez, qui étaient passionnés dans leur travail, qui s'appliquaient. Et j'ai parlé, il y avait des meilleurs ouvriers de France, et ils me disaient, mais on peut toujours faire mieux. Nous, en cuisine, c'est pareil, on peut toujours faire mieux. La perfection n'existe pas. J'ai lu ce mot de vous, j'avais appris à être droit. Vous avez été au petit séminaire, c'était votre première formation. Vous auriez pu être prête. D'ailleurs, vous avez gardé un peu le clergé, vous voyez, la nostalgie. Non, mais sérieusement, vous êtes des parents très pieux.
Oui, mais c'est vrai que ça m'a servi beaucoup parce que c'était quand même le respect, bien sûr, d'autrui. Et peut-être tout de suite avec les compagnons, c'était également le respect des produits. Vous savez, pour nourrir, on détruit toujours une vie, que ce soit un poisson, une viande ou un légume. Donc quand on commence à le respecter et puis qu'on fait ce métier avec passion, ben, on a quand même un peu de réussite. Ça, vous y pensez sincèrement quand vous voyez un poisson mort, la viande, etc., que ça vient d'une vie qu'on a fait cesser? Peut-être encore plus maintenant que dans mes débuts. Oui, c'est vrai que, vous savez, on va voir les producteurs et quand on voit ces bêtes qu'on est obligé de détruire pour se nourrir, oui, je respecte le produit. C'est pour ça que dans la cuisine, j'aime pas, vous savez, les produits qui sont sophistiqués. Est-ce qu'on a le droit, justement, de changer les saveurs de ces produits, d'en faire autre chose? Moi, j'essaye toujours de respecter, justement, ce produit, ses saveurs, son goût. Vous, Benoît Viollier, vous êtes chasseur, donc Oui. pour vous, la bête qui meurt et qui finit dans l'assiette, vous avez tout le parcours. Hein. Quel sentiment on a quand on tue une bête? Moi, c'est un sentiment qui est un peu, je dirais même très particulier. Parce qu'on enlève cette vie, je sais qu'à chaque fois qu'il y a le moment du tir, dans la chasse, en fait, il y a forcément ce moment qui reste un mauvais moment, parce que forcément, il y a le tir derrière. Mais il y a une espèce d'émotion qui se dégage, parce qu'on sait qu'on va enlever la vie. Et derrière, moi, j'ai eu la chance d'apprendre à chasser avec mon père, où il y avait un très grand respect dans la chasse. Moi, je pense que à travers tout cet art de la chasse, enlever cette vie, c'est toujours un moment très particulier. On peut tuer, on peut manger sans être inhumain. Je me souviens que sur le foie gras, vous avez dit des choses. On ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. Dans le foie gras, c'est vrai que bon, il y a eu des problèmes actuellement, vous savez, sur des bêtes, qu'il y a un fournisseur qui a été mis en cause sur le gavage, la façon de gaver, et ayant été mis en cause, j'ai préféré arrêter tout de suite avec ce fournisseur. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne fais pas de foie gras, vous savez. Au moment de chaque fête de fin d'année, tout au moins en Europe et particulièrement en France, c'est plus de 70% de personnes qui mangent du foie gras. On reparlera de la cuisine, de vos parcours respectifs. D'abord, la réussite. Hein. Vous êtes l'un et l'autre. Alors, français rayonnant dans le monde entier pour Joël Robuchon, français en Suisse, mais aussi réputation internationale pour vous. La gloire en cuisine, c'est comment? Comment est-ce que ça arrive? Il est plus jeune, il peut répondre. Je pense que la gloire, il y a un moment, je pense qu'il faut faire très attention à tout ça. Moi, dans mon cas, ça fait que 20 mois que j'ai repris l'établissement. Je pense qu'il faut maintenant, ce qu'on doit faire, c'est quand même prouver tout ce qui s'est passé, essayer de... C'est un combat de chaque jour? C'est un combat de chaque jour. Comme l'expliquait tout à l'heure Joël, c'est que quand on vit, quand on veut le vivre, comme nous on veut le vivre, c'est-à-dire faire passer le meilleur message, essayer de faire attention à ne pas servir n'importe quoi, faire attention aux espèces. Moi, je pense que là, il y a énormément de réflexion derrière et on ne fait pas n'importe quoi. Joël Robuchon, vous avez combien d'étoiles cumulées dans le monde? À peu près 26. Vous dites ça avec une... Non, parce que ce n'est pas le plus important. Vous savez, la gloire, c'est justement que ces clients qui viennent chez nous reviennent. Et moi, j'ai la chance d'avoir des restaurants un peu dans le monde entier. Et c'est qu'ils circulent. Et à chaque fois, je les retrouve à Hong Kong, à Tokyo, à Singapour, à Paris, à Londres, Monaco. Donc, c'est ça la gloire, c'est que les clients reviennent chez nous. Il y a ce moment, vous dites très bien, un plat exceptionnel, il ne faut pas avoir seulement une fois le plaisir de le manger, il faut avoir envie de le remanger, 10 fois, 20 fois. Votre purée, vous êtes devenu célèbre dans le monde entier par votre fameuse purée. Oui, j'ai pas beaucoup de mérite, vous voyez. J'ai réussi avec une purée. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette purée? Oh non, c'est le produit, et puis la façon de le faire, et puis peut-être il y a la maîtrise également. Mais vous savez, un bon cuisinier, on ne juge pas sur un plat sophistiqué, ça se juge sur un plat qui est simple, justement. Faire l'exceptionnel avec le simple, avec du simple, c'est toujours ce qu'il y a de plus dur. Et je crois que c'est dans tous les métiers. Vous avez fait beaucoup de télévision, une émission, vous racontiez par exemple comment vous salez 2 fois, avec du sel un peu gros, du sel fin. Il y a comme ça un luxe de détails qui est inouï. Bravo, oui. Oui, c'est vrai. Oui. Par exemple, des frites. Vous pouvez dire bravo, c'est extraordinaire. Bravo, Joël Robuchon, ça vaut très très cher, à mon avis. Des frites, par exemple, il faut le sel fin qui sale en profondeur, et puis après, il faut la fleur de sel ou le sel gros qui va croquer en même temps que la frite, qui est croustillante. Alors, ce sont des petits détails, mais vous savez, la cuisine, et Benoît peut le dire, ce sont les petits détails ajoutés les uns aux autres qui font la différence. Les plus grands vont manger chez vous, les anonymes aussi évidemment, les présidents de la République, pour des Français c'est toujours ça. Qui est-ce qui mangeait bien?
Giscard d'Estaing était un gastronome, François Mitterrand était... Il y a eu un Premier ministre aussi qui était exceptionnel, c'est Raymond Barre. Raymond Barre, c'était sûrement le plus grand gastronome qui connaissait très bien les vins même, qui était un passionné. D'abord, il faisait partie d'une association qui est célèbre en France, qui est le Club des 100, qui réunit tout le CAC 40, mais des gens passionnés de gastronomie. Et puis Sarkozy, c'était vous l'avez nourri assez souvent. Lui, c'était pas vraiment le gastronome parfait, non, disons. C'était pas un grand gastronome. C'était quelqu'un qui mangeait, je pense, pour s'alimenter, pour pouvoir tenir, parce qu'il faisait des journées qui étaient juste incroyables. Il en faisait 2 dans une, mais voilà. Moi, j'étais chez lui, on était là dans l'appartement et voilà. Quand il y a une personnalité en salle, on la repérait toujours. Oui. Vous savez, moi je ne suis pas physionomiste, mais les maîtres d'hôtel reconnaissent toujours les personnalités. Hein. Je crois que c'est dans le monde entier. Hein. Mais c'est même des fois embêtant parce que je me retrouve avec des personnes et on me dit, voilà, c'est quelqu'un d'important, c'est une vedette, c'est un artiste. Et je ne suis pas physionomiste du tout et je ne sais pas quoi dire parce que Les critiques gastronomiques, on les repère? Vous savez, les critiques gastronomiques se font reconnaître, hein, les journalistes. Hein. Par contre, le guide Michelin ne se fait pas reconnaître. C'est pour ça la différence. Vous savez, il y a toujours des journalistes qui vont critiquer. Moi, je suis dans ce restaurant, il vaut 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Mais parce qu'ils ont été reconnus, il y a une intention particulière. Bon, on ne va pas changer la cuisine pour eux. Mais un guide Michelin qui est anonyme, personne ne le connaît, on ne sait pas l'inspecteur. C'est lui qui détient la vérité. La pression, hein, quand les guides sont là, quand chaque jour, comme vous le disiez, il faut être excellent. Et pourtant, vous avez l'air heureux. Il y a tellement de cuisiniers qui ont l'air un peu neurasthéniques. Il y a un passif terrible, hein, l'oiseau suicidé, plus dans le passé, un Vatel suicidé. Hein. On va aller loin quand même. Oui, mais dans la cuisine, on sent C'est anxieux quand même. Ne croyez pas que... Et l'anxiété est toujours là. Chaque service, même encore maintenant, toujours tendu, on a toujours peur que quelque chose déraille, n'aille pas, vous savez, que le produit n'arrive pas également, hein, comme Vatel. Mais c'est vrai que c'est un métier extraordinaire. Par contre, vous voyez, moi qui suis sorti du tas, comme je dis, moi j'étais au petit séminaire, mais à 15 ans j'étais en apprentissage. Aujourd'hui, j'ai côtoyé les plus grands de ce monde, les artistes, les vedettes, les rois, les reines, les présidents de tous les pays. On voit des gens heureux autour de nous, vous savez. Il vaut mieux faire ça que d'être croque-mort quand même. Quoique je respecte la profession, comment on a besoin. Le sacerdoce, hein. Vous dites, Joël Robuchon, jusqu'à l'âge de 50 ans, vous n'avez pas vu la neige à la montagne. C'est incroyable. Vous savez que c'est à la Suisse que je le dois. Et à Folie-Gérard, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé. D'abord, nous, l'hiver, surtout en France et à Paris où j'étais, on travaillait toujours. Vie de travail, hein. Et jamais de vacances l'hiver. Et j'avais toujours vu la montagne comme ça l'été. Et un à jour, 51 ans, vous arrivez en Suisse. c'est Folie-Gérardet qui m'a invité. Mais vous savez que j'ai un souvenir extraordinaire. Parce que, excusez-moi de parler beaucoup de Folie-Gérardet, mais j'ai tellement d'admiration et d'estime pour cet homme-là. J'étais avec Guy Savoie. Et donc, on avait mangé le soir. Et le lendemain matin, à 10h, un vacherin avec un château Yquem 1945. Votre année de naissance. Mon année de naissance en plus. Pour moi, c'est un des plus grands moments de ma vie. Ouais. Le sacrifice, vous dites aussi, jamais de cinéma depuis quoi, 30 ans? Oui, je ne sais même plus comment il fait une salle, j'exagère. Mais... C'est des vies quand même offertes à son métier. C'est jamais frustrant, franchement. Jamais eu de regrets. Mais c'est que le plaisir. C'est que du plaisir, c'est exactement ça. Moi, aujourd'hui, je ne travaille plus, je m'amuse, surtout avec les ateliers. Vous savez, il y a le contact avec les clients, on fait la cuisine devant eux, ils voient le produit. Il y a une convivialité qui se crée. J'ai vraiment beaucoup de bonheur à faire ce métier. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. L'origine de tout ça, Benoît Viollier, votre histoire, vous êtes charentais d'origine. Ouais, charentais, ouais. C'est loin de beaucoup de les Suisses connaissent assez mal la Charente. Environ 800 km sur le côté ouest. On tire un trait en fait en face de Genève et on arrive à La Rochelle. Pays de gibier, pays de bien manger. Hein. Exactement. Moi donc du côté de mon père, donc des viticulteurs, fils de viticulteurs, et du côté de ma mère que des pêcheurs ostréiculteurs. Le donc cognac. on a grandi, voilà. D'un côté le cognac et le pinot des Charentes, et du côté de ma mère, donc le bassin de Marennes-Oléron, on a grandi à travers les huîtres, à travers les coquillages et les crustacés. Les premiers souvenirs, les grands souvenirs gustatifs, c'est quoi? Moi j'ai un souvenir du iodé par exemple. Je sais que la grande sortie chez nous, c'était par exemple, on sortait sur le bord de la mer, on allait pêcher des crabes, on allait pêcher des huîtres, etc. On avait encore la pêche à pied. Hein. Dans l'île de Ré, dans l'île de Léron, c'était pas comme c'était maintenant. Hein. Et moi j'ai un souvenir de ça qui est juste incroyable. Et puis l'odeur de la distillation. Vous savez, quand on distille, il y a en fait, quand vous venez dans les villages, dans toute la région du Poitou-Charentes, vous allez voir que les façades sont toutes noires. Et en fait, ça c'est dû à un champignon qui est lié en fait à toute là on appelle ça la part des anges, c'est ce qui se dégage du fût de cognac par exemple, ou d'eau de vie qui est stockée. Et ça c'est une odeur qui est très caractéristique et chaque année quand on va là-bas, on retrouve, il n'y a que là-bas que je retrouve ça.
Vous avez vu la passion? Vous êtes d'origine modeste, hein, père maçon, c'est juste? Tout à fait, oui. Mère au foyer. Oui. Comment est-ce qu'on mangeait chez les Robuchon? Ah, on mangeait très bien, mais des choses simples. Vous savez, je me rappelle encore des moules que ma mère faisait, des moules avec de la mie de pain, un peu d'ail, du persil, des choses. Mais non, mais il y avait quand même une cellule familiale qui était très forte. J'avais 2 sœurs et un frère, et je me rappelle toujours le plus beau geste, et souvent on me repose la question, mais le plus beau geste d'amour que j'avais, c'était ma mère. Vous savez, à l'époque, bon, moi je suis né après-guerre, donc le pain, c'était quelque chose, vous savez, d'important, qui prenait cette miche de pain et qui faisait donc ce signe de croix, parce qu'on était catholiques, hein, et qui nous coupait ce pain contre sa poitrine, à nous donner le pain. Donc pour moi, quand je revois ma mère, je vois ce geste, c'était ce geste d'amour, à nous donner son amour, ça sortait de ses tripes en même temps. Et vous voyez, je parle du pain, pourquoi? Parce qu'on mangeait vraiment, des fois, simplement une tranche de pain avec un petit peu de beurre dessus, et c'était tout. Mais c'était quand même délicieux. Ensuite, vous l'avez dit, le petit séminaire. Les sœurs, les bonnes sœurs, vous étiez dans les jupes des bonnes sœurs. Hein. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Oui, vous savez que j'étais à 12 ans, donc à 12 ans, on recherche quand même le côté un peu affectif, maternel, et ce que je retrouvais auprès des religieuses. Et il fallait toujours des volontaires pour aller aider les religieuses au moment du repas. Donc il y avait la récréation avant et puis il y avait le repas, parce que pendant le repas, c'était la lecture. Donc moi, j'étais toujours volontaire, parce qu'il y avait ce côté affectif déjà, et puis ça m'évitait la lecture. Et là, avec les religieuses, d'abord, je mangeais mieux. Hein, mais attendez, c'était quand même, quand je parle, alors j'allais les aider à faire la cuisine, mais c'était récurer les casseroles, vous savez, peler les pommes de terre, les carottes, les échalotes, les haricots verts. Et je me suis retrouvé dans une situation familiale un petit peu difficile. À 15 ans, mes parents divorçant, vous voyez, même dans les milieux pieux. Et on m'a dit, tu peux plus continuer, mais c'était plus ma vocation de toute façon. Il faut trouver un emploi, il faut trouver un travail. Et donc, je ne pouvais pas suivre mes études. Et j'ai dit, je vais faire la cuisine, au moins là, c'est la détente. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ça vous a sauvé, la cuisine, de quelque chose? Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que, il faut manger. Hein. Moi, je suis quand même d'après-guerre. Vous savez, manger, c'était quand même important. Et on me disait, fais la cuisine, au moins là, tu seras nourri. Vous, Benoît Viollier, carrière, on l'a dit, notamment chez les militaires, hein, Oui. extrêmement stricte, extrêmement exigeante. Qui commençait tout jeune aussi chez les compagnons. Ouais. Voilà. Donc grandi dans une famille de 7 enfants, moi je suis le dernier. Et puis on avait connu une petite rupture, c'est au décès de mon frère. Donc moi j'avais 12 ans, puis ça en fait c'était celui qui allait reprendre en fait la ferme familiale, parce que mon père, donc on avait les vignes, mais on avait aussi tout un élevage, il y avait une 15 à 20 vaches qui étaient à la ferme chaque année. Et moi, je pense que c'est ce qui a fait le déclenchement que j'ai quitté la maison, la cellule familiale. Et là, je suis rentré tout jeune chez les compagnons grâce à un chef que j'avais qui connaissait le compagnonnage. Il me disait, toi, tu as l'esprit du compagnon, tu devrais partir. Et puis, c'est ce qui m'a permis de voyager. Et puis après, ce qui fait le tout, je pense, ça a été la première rencontre, c'est mon chef d'apprentissage. Je pense que c'est lui qui m'a donné le feu sacré. Et ensuite, la rencontre que j'ai fait vers les compagnons. Mais je pense que j'ai jamais été vers la simplicité. Tout le temps été vers... je repérais celui qui était le meilleur, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie. Et mon rêve, il faut quand même que je raconte la petite anecdote, c'est que j'avais un chef de cuisine qui avait travaillé avec Joël. Et dans la cuisine, à l'entrée de la cuisine, il y avait la photo de Joël. Et chaque fois qu'il rentrait tous les matins, il disait « Bonjour chef ». Et j'ai appris à connaître... C'est l'icône. Il s'appelait Philippe Prévost. Et qui avait un respect par rapport à tout ce travail qu'il avait effectué. Moi, je me souviens, il me racontait tout ça, il me montrait ses menus. C'était incroyable. Et voilà comment j'ai débuté mon apprentissage. Et c'était quelqu'un qui était très respectueux. Parce qu'on était quand même, nous, situés dans des régions où, en fait, c'était quand même beaucoup d'emplois saisonniers. Et souvent, les apprentis étaient pris pour c'était le manœuvre, en fait. Et moi, j'ai eu cette chance de démarrer comme ça. Alors, il y a la révérence pour un très, très grand chef. Le côté parfois sombre, il y a toute une légende noire de la cuisine. Hein. Les bizutages, c'est vrai, ça existe toujours. Ça a eu existé, en tout cas. C'est des bizutages gentils, vous voyez. Par exemple, envoyer un jeune chez le mécanicien pour aller chercher la pompe pour monter les blancs d'œufs, vous voyez, pour monter le soufflet, des choses comme ça. Ou la machine aller chez le coiffeur pour friser le persil, vous voyez. Mais c'est pas méchant. Les coups de fourchette dans les fesses, les chefs méchants. Ça a existé, ça. Ça existait. C'était une autre génération. Autrefois, oui, mais maintenant, ça n'existe plus. Hein. Oui, vous l'aviez subi? Oui, je subis, vous savez, un coup de pied dans le cul, comme on dit, vulgairement, mais oui. Et ça aidait, franchement, ou c'était mauvais? Non, je ne pense pas que ça aidait pas, parce que si on était un petit peu révolutionnaire, il y en a qui réagissaient très mal, qui posaient leur tablier, puis qui partaient. Ouais. Hein,
non, je crois qu'il y a d'autres façons de former. La cuisine aujourd'hui, ça passionne tout le monde, hein. Les émissions de cuisine, Ça marche du tonnerre de Dieu, les livres de cuisine. Est-ce qu'on mange mieux au fond? Est-ce que le Suisse, le Français moyen, l'Européen moyen s'est formé au goût? Moi, j'en suis persuadé. Vous savez, on critique toujours les produits en disant on ne trouve pas de bons produits, etc. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Les produits circulent d'abord beaucoup mieux. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver des bons produits, mais oui, moi, j'ai connu l'époque que j'étais jeune où j'ai commencé dans le métier et je peux vous assurer qu'on mange quand même mieux aujourd'hui qu'on mangeait il y a quelques années, oui. Les modes un peu bidons qui sont passés, c'est quoi? Dans la nouvelle cuisine, il y avait beaucoup de bidons, par exemple? Il y a toujours les excès, hein, mais c'est surtout la cuisine moléculaire qui faisait appel à des additifs. Alors c'est vrai que c'est intéressant, ça a apporté également quelque chose, mais tous ces additifs de synthèse, vous savez, vous prenez de l'huile d'olive, vous mettez de la poudre et puis ça vous fait des jolies bulles, mais on ne sait pas toutes les maladies que ça peut entraîner derrière. C'est pour ça que la cuisine moléculaire n'existe presque plus maintenant. Qu'est-ce qu'on mange si on va chez Benoît Viollier ou chez Joël Robuchon, en copain, quand vous invitez des amis, hein, ça vous arrive d'avoir des congés maintenant quand même un peu, peut-être un peu plus vous traînez, qu'est-ce que vous faites à manger? Des produits dans la saison. Moi, je sais que j'ai pas un plat, par exemple. À des fois, on entend des chefs, ils disent mange que des pâtes. Moi, personnellement, je mange pas que des pâtes. Ouais. Je suis content au printemps de manger des morilles et des asperges. Je suis content, surtout, moi, on a un petit garçon donc, avec mon épouse qui a 10 ans. Et je suis tout content de lui montrer tous ces produits. Puis surtout de lui expliquer. Moi, je pense que la cuisine, c'est avant tout le partage. Et je pense qu'on est à la fois content de cuisiner de ces produits, mais aussi de les faire partager puis d'expliquer derrière. Qu'est-ce qu'on mange chez vous? Vous savez, c'est des plats tout simples. Hein. Un bon poulet rôti, vous savez, avec moelleux à l'intérieur, avec la peau bien croustillante. Les cuisiniers vont adorer ça. Une bonne blanquette, encore, vous savez, des plats traditionnels, mais faits un peu modernisés un petit peu. Tous les cuisiniers adorent ces plats-là. Et si on veut faire plaisir aux amis, c'est ce que je fais. Des choses toutes simples et des choses dont on ne mange plus maintenant. Vous voyagez dans le monde entier, hein, c'est une réussite planétaire. Le goût, il change énormément d'un continent à l'autre. Oui, mais vous savez, quand la cuisine est bonne, elle est acceptée dans tous les pays du monde où je vais. Hein. On fait de la cuisine française. Moi, je fais de la cuisine française. On évite, parce que maintenant, la cuisine française est beaucoup moins lourde ou riche qu'elle a été, mais elle est appréciée aussi bien aux États-Unis qu'en Asie. Non, je crois que... Mais les goûts ont beaucoup évolué. Vous savez, maintenant, les gens également voyagent, les produits voyagent. Ouais. Donc, la cuisine, toutes les cuisines du monde sont beaucoup plus appréciées qu'elles étaient autrefois. Le dernier repas, ce serait quoi? Le repas du condamné? Ça peut arriver, hein, on est tous suspendus. Ah moi, je pense que ça serait le meilleur produit du moment. Et puis quand j'arriverai là-haut, le Dieu me dirait qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui. Ouais. Vous croyez en Dieu, Joël Robuchon? Oui, je crois qu'il y a un Dieu, oui. Ouais. De votre enfance, vous avez gardé la foi? Je ne sais pas quel est le Dieu, mais je suis persuadé qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous dépasse. Et pour moi, c'est ça, Dieu. Ouais. Vous êtes franc-maçon, je crois. Oui, oui. Très revendiqué. Compagnon et franc-maçon, oui. Ouais. Pourquoi franc-maçon? Écoutez, vous savez, j'étais donc compagnon, et puis j'ai rencontré des gens, et puis des gens qui avaient quelque chose d'exceptionnel. Je disais, vous savez, c'est des personnes, quand on les voit, et puis on se dit, tiens, ceux-là, ils ont quelque chose pas comme les autres. Donc j'ai essayé de me rapprocher de ces gens-là, et puis de les découvrir. Et pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Vous savez, j'ai pas, comme je vous dis, à 15 ans, je travaillais. C'est eux qui m'ont fait connaître les philosophes. Moi, quand on m'a parlé des présocratiques la première fois, je ne savais même pas ce que c'était. Donc, et ça m'a aidé à évoluer un petit peu, aussi bien sur les qualités dans la vie, dans le comportement, et ça m'a beaucoup aidé, même pas que ça m'a pas aidé sur le plan, disons, vraiment à faire, mais sur le plan professionnel, à me réaliser dans mon métier, oui. Le dernier repas, Benoît Viollier, pour vous, serait quoi? Ça serait exactement la même chose, parce que je réponds toujours cette phrase-là. Ouais. c'est incroyable, parce que... Vous êtes... Cuisinier, c'est un métier qui est facile. On parlait de toutes les difficultés, etc. En même temps, bon, c'est un job en or. Le génie, vous êtes deux génies de la cuisine. En un mot, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que vous avez fait la différence? Je crois que c'est la passion qui nous anime, cette recherche de perfection, toujours de se remettre en cause. Rien n'est acquis. Il faut toujours essayer de faire le mieux possible. Idem. Merci, Benoît Viollier, Joël Robuchon. Merci de cet entretien. Merci. Bon appétit. C'était comme ça votre émission, c'est ça? Oui, bon appétit, bien sûr. J'espère pas. Merci, bon appétit. Merci Darius.